Si j'interviens aujourd'hui à cette tribune pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, Uzbek Erika présente Ma bataille, le podcast qui explore les droits du futur. Les robots doivent-ils obtenir un statut légal? Non, à en croire un groupe d'experts en intelligence artificielle. Et les bureaux de vote sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la poule des électrices. Quand on demande de reconnaître des droits à la nature, il s'agit de protéger en fait ces espèces et ces systèmes. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Ma bataille, un podcast dans lequel nous allons nous intéresser aux droits du futur, c'est-à-dire à des droits qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui sont en train d'émerger, des droits auxquels vous n'avez peut-être jamais pensé, tandis que d'autres se battent pour les faire reconnaître. C'est leur bataille et c'est précisément ce qui nous intéresse. Maintenant, une question piège. À quand remonte votre dernier souvenir de nuit étoilée ? Est-ce que c'était hier soir, l'été dernier, il y a 5 ans, ou jamais peut-être ? Si vous avez répondu hier soir, si quand je vous dis casserole, vous pensez à la grande ours plutôt qu'à la cuisson des pâtes, c'est que vous êtes vraiment chanceux, car aujourd'hui plus de 80% de la population mondiale et 99% des populations européennes et américaines vivent sous un ciel entaché de pollution lumineuse. Une pollution lumineuse qui ne cesse d'augmenter et qui progressivement fait disparaître la nuit. Le problème, c'est que les étoiles, aussi belles et indispensables soient-elles, ne sont pas les seules à en souffrir. L'éclairage est un danger pour la biodiversité car il bouleverse l'équilibre des espèces animales et végétales et il est nocif pour la santé humaine parce qu'il dérègle notre rythme biologique. Un combat est donc mené depuis plusieurs décennies maintenant pour lutter contre la pollution lumineuse. Et longtemps ignoré, le sujet en est devenu un. Ces dernières années, de réelles avancées ont été obtenues. Alors pourra-t-on, dans quelques années, revendiquer un droit à la nuit ? C'est la question qu'on va se poser pour ce premier épisode. Partons sans plus attendre, à quelques kilomètres au nord de Montpellier, aux abords du Pic Saint-Loup. La nuit est tombée, il est 20h précise et nous avons rendez-vous au bord d'une départementale avec des étudiants et surtout leur guide pour ce soir, Jean-Marie Lopez, président de la Société astronomique de Montpellier et ardent défenseur des objets célestes. Alors si tout le monde est là, eh bien on va partir en convoi. Vous allez me suivre, bon j'ai le toy là. Et c'est à 5 km, c'est pas très loin. Donc on est dans une zone où il n'y aura pas de lumière. Hein, et cela vous permettra d'avoir un ciel vraiment correct. Parce que ce soir on a une bonne transparence, un ciel clair. On a toutes les conditions pour bien observer. Et puis si vous avez des questions pendant la soirée, surtout n'hésitez pas à m'interrompre parce que j'ai tendance à être très bavard. Donc vous me coupez. On y va ? Allez, go ! J'avais 7 ou 8 ans en colonie de vacances et nous étions donc comme ça dans l'arrière-pays du côté de l'Odève, dans une zone où il n'y avait aucun éclairage. Puis je vous parle d'il y a, donc, vu l'âge que j'ai, d'une période très lointaine et j'ai souvenir d'avoir été littéralement abasourdi par le nombre d'étoiles visibles dans le ciel, la Voie lactée, etc. Et je ne comprenais pas du tout ce que je voyais, ce que c'était tout ça. Et voilà, c'est en voulant y apporter des réponses à ces questions-là que je me suis lancé très tôt dans l'astronomie. Je voulais connaître cet environnement, je voulais connaître le pourquoi des étoiles, pourquoi elles étaient là, qu'est-ce que c'était, la nuit aussi noire, pourquoi, j'avais aucune explication. Pourquoi nous sommes ici ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lumière directe visible. Et tout ce que l'on peut voir comme lumière, c'est la pollution lumineuse et les reflets sur certains nuages, comme ici, vous voyez là, côté nord.
nord-ouest. Ça, c'est le village de Saint-Martin-de-Londres. Là-bas, le tout petit nuage blanc là, qui est superbe, là, qui est magnifiquement éclairé, eh bien ça, c'est la ville de Montpellier. Alors tout d'abord, je me présente, je suis donc Jean-Marie Lopez, le président actuel de la Société astronomique de Montpellier, et vous êtes ici sur notre lieu favori, celui sur lequel nous voulons faire des soirées d'observation du ciel profond. Alors pourquoi ciel profond, d'après vous ? Alors, parce que on va aborder ce soir des observations d'objets qui sont très peu contrastés. C'est-à-dire des objets comme des nébuleuses, des galaxies, chose que l'on ne peut pas faire en ville à cause de la pollution lumineuse. Ce sont des objets qui sont totalement inaccessibles à l'observation. Voilà pourquoi on appelle ça observation du ciel profond. En ville, on peut faire des observations, mais uniquement des observations planétaires. À savoir Mars, Jupiter, Saturne, la Lune, bien évidemment. Voilà, on est cantonné uniquement qu'à cela. Est-ce que vous pensez qu'avec la pollution lumineuse, dans quelques années, ça sera même ici compliqué d'observer ? Ah oui, même ici, oui. C'est possible ? Alors là, déjà, dès qu'il y a trop de lumière, suivant la quantité de brume qu'il y a sur Montpellier, quelquefois, là on se voit. Avec l'habituelle obscurité, là on se voit, là on parle. Quelquefois il y a la brume encore plus épaisse sur Montpellier, mais alors ça diffuse. Et même ici c'est limite. Il faudra bientôt qu'on trouve un endroit encore plus éloigné. C'est vrai que tout le monde n'applique pas les lois. Parce qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie là en oui, mais il y a tellement de dérogations mises en place. C'est ça que les gens des ne dérogations respectent pas. pour sécurité. Alors tout le monde dit, mais oui, j'ai clair pour la sécurité. Bon, c'est bon, vous avez la dérogation. Celle-là, là ? Non. C'est pas celle-là. Non, mais dans la constellation. Non. Non. Alors, on part toujours d'une constellation remarquable. On va essayer de repérer une constellation qui va vous permettre à tous les coups, systématiquement, de repérer l'étoile polaire. À partir de la Grande Ourse, on va toujours partir de ces étoiles-là, les deux dernières étoiles, ça c'est la casserole. Le manche, je vous le rappelle, c'est ces étoiles-là qui se perdent dans les nuages. On va prendre cette distance-là, d'accord ? Ces deux étoiles-là, et on va monter toujours, et on va reporter 5 fois cette distance. D'accord ? 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on tombe sur une étoile, ici, vous la voyez, cette étoile-là. Ça, c'est l'étoile polaire. Mais vous aussi, je pense. C'est un lion qui est couché. Vous avez un autre objet qui est quand même remarquable ce soir, qui est visible. Regardez ici cette densité, cette espèce de nuage blanc laiteux là, qui traverse tout le ciel, comme ça, d'un horizon à l'autre. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est la Voie lactée, effectivement. Alors, ici, elle est un petit peu palote. Mais si vous allez dans la réserve internationale de ciel étoilé où il n'y a pas de pollution lumineuse, vous verrez, elle est resplendissante, elle est superbe, il n'y a pas d'autre mot. Quand est-ce que le problème de la pollution lumineuse a commencé à être un problème ? Très tôt. Très tôt, on s'en est rendu compte, très tôt, dès l'instant où l'on commence à observer le ciel, c'est là que l'on perçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que au lieu d'avoir une nuit noire comme l'on devrait avoir, eh bien, le ciel n'est pas du tout conforme à ce que l'on s'imagine si il n'y a pas de lumière. Et là, on perçoit que ces taches, ces vilaines taches, ces auras lumineuses, eh bien, sont vraiment très très préjudiciables pour l'observation du ciel, des constellations, des plus fins détails, éventuellement discernables dans une paire de jumelles, dans un petit télescope, etc. Et que la pollution lumineuse devient un objet qu'il faut absolument combattre de par ses méfaits sur l'observation astronomique, mais après au-delà, quand on poursuit ses recherches dans ce domaine-là,
sur ce qu'aujourd'hui on appelle la biodiversité, et notamment toutes les espèces vivant la nuit. C'est une véritable catastrophe. Et par cascade, par retour, c'est l'humanité dans son entier qui en souffrira. L'extinction et la perte d'espèces, quelle qu'elle soit, c'est toujours dramatique parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois qu'une espèce a disparu, elle a disparu. Point. Et d'où ce combat permanent depuis l'origine, depuis que l'on a perçu le côté dramatique qu'apporte la pollution lumineuse vis-à-vis de notre environnement. Dans les années 60 naît le mouvement de défense de la nuit. Les astronomes sont les premiers à lancer l'alerte. Puis les biologistes, les écologues et enfin les spécialistes du sommeil vont les rejoindre. Mais tous s'opposent à une croyance très forte en la lumière. Samuel Chaléa, auteur d'un essai intitulé « Sauver la nuit ». La lumière artificielle, c'est l'archétype du progrès. Voilà, c'est la lumière artificielle, elle drague dans son sillage les notions du bien contre le mal. Elle drague la notion du savoir contre l'ignorance. L'obscurité c'est l'ignorance, la lumière c'est le savoir. La lumière c'est le bien, l'obscurité c'est le mal. C'est Dark Vador. C'est pas besoin d'aller chercher des exemples plus compliqués. Donc, elle a intrinsèquement en elle une espèce de positivité, parce qu'effectivement c'est un progrès. Les raisons pour lesquelles on a éclairé la ville nocturne sont en elles-mêmes relativement valables. C'est déjà pour permettre la circulation des personnes, qu'on soit à pied, qu'on soit en voiture, qu'on soit en vélo, en trottinette électrique ou non. C'est assurer la sécurisation des espaces urbains, la sécurisation des personnes, la sécurisation des biens. Et c'est également, surtout depuis, avec une réémergence depuis les années 1980, d'embellir la ville nocturne par une mise en valeur architecturale avec des plans lumière, etc., afin de donner à la personne qui se balade en ville, tout simplement, qu'elle ait plaisir à se promener dans la ville nocturne. Donc ces usages de la lumière artificielle, en soi, ils sont valables, ils ont de bonnes raisons, et on est tous utilisateurs de la ville nocturne, et on aime tous, on préfère tous se promener dans une ville qui est mise en valeur, plutôt qu'une ville où on n'y voit rien, et où on risque de se casser la figure à chaque pas. Donc ça, c'est un changement, un renversement radical de paradigme. C'est imaginer que quelque chose qui, socialement, est perçu comme un progrès, puisse aussi générer des dommages. En fait, il faut arriver à concevoir les deux en même temps. En fait, il faut construire ce qu'on appelle le dommage. La cigarette, dans les années 50, était ultra valorisée. Il n'y a pas un polar à la télé où Maigret n'avait pas la pipe au bec, où les enquêteurs n'avaient pas la clope au bec quand ils enquêtaient la nuit, en plus. Voilà, c'était fortement valorisé. Pour être un homme, il fallait fumer. Puis ensuite, dans les années 60, pour être une femme aussi, une femme émancipée, il fallait fumer également. Donc il a fallu tout un travail de construction des dommages du tabac pour en arriver à la loi Evin. La lumière artificielle, c'est la même chose finalement. Il a fallu 60 ans de construction du problème par les astronomes professionnels et amateurs au début, puis les écologues, puis les médecins qui ont dit « Ah oui, il y a peut-être des effets négatifs de la lumière artificielle » et on en arrive aujourd'hui, depuis les années 2010, depuis le Grenelle de l'environnement, à une saisie de ce problème par la puissance publique. On a essayé d'alerter. Donc par une information, on s'est réunis, les astronomes amateurs dans la région, on a fait comme ça pendant des mois et des semaines. On a donc tout couché sur papier, tout ce qui était susceptible de éventuellement toucher les administrations, on va dire, compétentes. À savoir les maires qui sont les premiers décideurs dans leur commune et donc les conseils départementaux, la région. Donc on n'a pas inondé parce qu'on n'avait pas des moyens, on n'avait pas une force de frappe suffisante, mais au maximum au travers de documents papier, de recueils, d'une trentaine de pages où tout était listé, les méfaits de la pollution lumineuse comme ça, et on a fait ça par nos propres moyens, sans aucune aide, etc. Et ça,
on s'est rendu compte quand même que lentement, progressivement, eh bien, au cours du temps, ça commençait à être un petit peu assimilé. Ceux qui ont fondé la NPCEN ou qui ont commencé à parler de pollution lumineuse, si vous voulez, ont été pris pour des farfelus. Ce sujet n'existait pas. Il n'était même pas crédible et sérieux. Anne-Marie Ducroux préside l'ANPCEN, une association qui lutte depuis 20 ans en France contre une pollution lumineuse, aujourd'hui en expansion. On émet de plus en plus de lumière la nuit, donc forcément, une partie de la nuit disparaît ou une qualité de la nuit disparaît. C'est à la fois quantitatif et qualitatif. Nous, on a émis le chiffre de 94% de lumière émise en plus en 20 ans. Donc voilà pourquoi on se mobilise pour la qualité de la nuit, parce qu'il ne s'agit pas de dire non, c'est 1%, 2%, c'est l'évolution naturelle. Non, si on a 94% de lumière en plus, c'est parce qu'on n'a mis aucune limite à notre expansion lumineuse. Nous ne demandons pas du tout à ce que la France entière soit éteinte, pas du tout, du tout. On demande juste à avoir du bon sens et à se fixer des limites. L'éclairage est nécessaire, il faut éclairer là où c'est utile, mais à condition qu'on parte de la réalité des besoins et non pas d'une prescription de l'offre. Et c'est toute l'inversion de ce que nous avons promu depuis 20 ans. Les acteurs économiques de l'éclairage ont vendu de l'éclairage, ont vendu du suréquipement, du suréclairage, parce que la pollution lumineuse n'était pas dans leur scope, tout simplement. L'ANPCEN mène un travail de terrain, mais également un travail législatif pour faire entrer la pollution lumineuse dans le droit. On a tous vu des villes, des rues entières avec des rangées complètes de lampadaires entièrement éclairés avec personne dessous toute la nuit. Ça existe partout en France. J'ai souvent l'habitude de comparer ça. Si on avait à la place des lampadaires des robinets, il coulait de l'eau, mais tout le monde se dirait, mais il y a un problème. Pourquoi on fait couler de l'eau alors qu'il n'y a personne en dessous et qu'il n'y a pas besoin d'eau? Mais la lumière, on n'arrive pas à se faire ce type de raisonnement. Donc il a fallu qu'on passe d'une ignorance totale, d'une non-sensation d'un problème, au fait de nommer cette question. Et nous avons réussi à faire entrer la reconnaissance des nuisances lumineuses dans 4 lois et plusieurs réglementations. Ça a été long, ça a été difficile, mais on a quand même construit un corpus institutionnel qui n'est pas encore parfait, loin de là, mais au moins qui existe et d'ailleurs que beaucoup de pays maintenant nous envient. On a réussi à faire entrer dans les 2 lois Grenelle par exemple, mais aussi dans la loi de transition énergétique. Moi j'ai suivi par exemple ce travail pendant 1 an au niveau législatif. Idem sur la loi pour la biodiversité qui a été adoptée en 2016. Et j'y tenais particulièrement et ça a été un travail de 2 ans. 2 ans de suivi législatif dans les 2 chambres, bien sûr, parlementaires. Quand le texte a été mis sur la table du Conseil des ministres pour la loi de transition énergétique et pour la loi biodiversité, les 2 lois étaient vides de toute mention sur la pollution lumineuse. Donc s'il est rentré des articles traitant cette question au moins en partie, c'est bien à la suite de notre action que les choses sont advenues dans ces 2 lois et qu'elles y sont en partie restées. Par exemple, dans la loi biodiversité, ça atteste aussi de l'approche globale que nous cherchons à instaurer. On a par exemple un article qui reconnaît que les paysages nocturnes font partie du patrimoine commun de la nation. Mais c'était pas rien, il a fallu l'obtenir. Deuxième chose, il a été inscrit dans l'article 3 de cette loi qu'il était du devoir pour chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne. Eh bien, ces termes, c'est nous qui les avons fait écrire, qui les avons documentés, argumentés, suivis et fait passer jusqu'au bout du processus. Petit à petit, la nuit commence à trouver sa place dans les discussions à l'Assemblée et dans les textes de loi. Mais dans notre vie, comment défendre la nuit quand elle paraît déjà si loin, si absente de notre quotidien? Comment nous reconnecter à l'expérience d'obscurité? Samuel Chaléa. On a la quasi-totalité, 99% de la population des États-Unis ou de l'Europe qui vit sous un ciel entaché de pollution lumineuse. Et on a plus de 60% des personnes en Europe, par exemple, qui n'ont plus accès visuellement à la Voie lactée depuis leur lieu de résidence. Donc ils sont obligés de parcourir des kilomètres et des kilomètres en voiture pour retrouver cette capacité de s'émerveiller devant un ciel étoilé. Donc effectivement, après, on ne se pose pas. Quand on a grandi là-dedans, quand on est un enfant qui a grandi en ville, qui a grandi sous l'éclairage artificiel nocturne, on ne se pose pas la question de savoir si c'est bien ou c'est mal, parce qu'on ne sait pas quels sont ses effets négatifs, en fait. L'émerveillement
que peut produire la contemplation d'un ciel étoilé. Donc il faut retrouver cette expérience de nature. Soit on demande aux personnes de se déplacer pour aller vivre cette expérience, c'est plutôt ce qu'on fait avec les réserves internationales de ciel étoilé, comme dans les Pyrénées, comme dans le parc national des Cévennes, où on dit aux gens, venez ici, vous allez vivre une expérience d'obscurité. Soit on trouve d'autres formes de préservation de l'obscurité, par exemple cette idée d'une trame noire, un petit peu à l'image de la trame verte et bleue qu'on a, dont les objectifs sont éco-centrés, c'est-à-dire plutôt des objectifs de protection de la biodiversité en premier lieu, effectivement. En fait, la trame a pour objectif de défragmenter les habitats. Les habitats naturels sont fragmentés, alors en journée ou d'une façon générale par nos routes, par nos autoroutes, nos voies ferrées, etc., mais aussi par la lumière artificielle. Et donc l'idée, c'est de créer des trames noires dans le territoire pour permettre aux espèces animales de se déplacer de nuit pour migrer, pour se reproduire, des zones où elles vont pouvoir aller chasser, etc. Mais cette trame noire, comprise comme un instrument politique, c'est aussi le véhicule de l'expérience d'obscurité pour ramener cette expérience d'obscurité à proximité des gens. Dépend de cette expérience d'obscurité notre capacité de nous émerveiller. Et ça, il y a des travaux scientifiques qui montrent que l'émerveillement, on en a fondamentalement besoin. Et elle a des effets sur notre santé. Il suffit de lire la poésie pour se rendre compte à quel point le ciel étoilé, l'obscurité... Alors, l'obscurité dans ces deux versions aussi, avec ses peurs. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les travaux de la psychologie nous montrent, notamment chez les enfants, qu'on a besoin d'éprouver ces peurs nocturnes, qui sont constitutives de notre individuation, de la façon dont on va s'individuer, se constituer en être différent du voisin, etc. Vous parlez de la démesure aussi, se confronter à la démesure. Voilà, je pense vraiment que l'obscurité et le ciel étoilé, qui est la vision du ciel étoilé qui est permise par une obscurité préservée, c'est peut-être la seule fenêtre qu'on ait sur la notion d'infini et qui évite aussi la vision égocentrique, anthropocentrique et donc égocentrique. Généralement, ça va un petit peu avec, parce que forcément arrive très vite la question de et ma place là-dedans. Toutes les sciences sont issues de l'astronomie. Ce sont les premiers hommes qui ont commencé à s'interroger sur les étoiles, leur signification, pourquoi elles étaient là, ce qu'elles représentaient, et puis l'homme a créé la science pour essayer de trouver des explications. La géométrie, les mathématiques, la physique, tout ça, c'est issu de l'observation du ciel. Donc imaginez ce que serait aujourd'hui l'humanité sans le ciel étoilé. C'est inenvisageable. C'est absolument inenvisageable. Voilà ce que l'on perdrait, c'est-à-dire ce questionnement perpétuel sur l'origine de la vie, pourquoi on est là. Donc ça touche aussi le côté philosophique de la vie et de l'existence. Vous, dans votre vie, ça vous a beaucoup apporté ? Ah oui, énormément. En fait, moi j'ai tendance, c'est un peu dramatique, mais à imaginer l'espèce humaine en deux parties. Bon, là, je suis un peu excessif, mais il y a ceux qui lèvent le nez vers les étoiles, et puis il y a ceux qui se comportent en autruche, ceux qui ont la tête dans le sable et qui se fichent éperdument du ciel étoilé, etc., qui ne regardent que l'instant précis, l'instant immédiat, les avantages. Je ne vais pas m'étendre un peu plus là-dessus. Mais voilà, donc, et moi je pense que la grande majorité des humains font partie de ceux qui sont curieux, qui ont envie de conserver cet espace et qui ne veulent pas qu'il disparaisse. Bon, il y en a une petite minorité qui sont contre-fiches complètement, quoi. C'est clair. Si seule une minorité résiste, peut-il alors y avoir l'émergence d'un droit à la nuit ? Il faudrait pour cela revoir notre définition de l'obscurité et de la même façon que l'on a réussi à faire reconnaître l'excès d'éclairage artificiel comme un dommage, il faudrait alors considérer l'obscurité comme un bien commun. Aujourd'hui, on n'a pas de droit à la nuit. Mais si on considère
ni de droit à l'obscurité. Si on considère l'obscurité comme un commun, effectivement, on devrait arriver à terme à développer un droit à l'obscurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi d'éviter ces injustices environnementales. Effectivement, ou quand vous habitez dans un espace faiblement peuplé ou à proximité d'un parc international de ciel étoilé, vous avez accès à cette obscurité, mais quand vous êtes habitant des villes, vous subissez une espèce d'injustice environnementale parce que vous subissez l'éclairage artificiel. Mais construire ce droit à l'obscurité est très compliqué. Pour l'instant, on appréhende le problème par l'intermédiaire du droit de l'éclairage. Voilà, quel type de lampadaire on va pouvoir mettre, à quel endroit et à quelle heure on va éteindre, à quelle heure on va allumer. Mais ça ne suffit pas. Ça fait un droit de l'éclairage. Ça ne fait pas un droit de l'obscurité et ça fait encore moins un droit à l'obscurité. Mais ce droit à l'obscurité, pour l'instant, on en est très très loin. C'est en fait, je pense que quelque chose qui va être déterminant dans les années à venir, c'est les avancées, les travaux de la chronobiologie, notre connaissance des effets négatifs de l'éclairage artificiel nocturne sur la santé humaine. Effectivement, ça me paraît compliqué de faire un droit, de penser un droit à l'obscurité seulement pour la vision du ciel étoilé, même si c'est un levier très très fort en termes de concernement des publics. Parce que c'est vrai que c'est une expérience qui nous touche directement, l'émerveillement devant le ciel étoilé. Et on se rend compte qu'on a perdu le ciel étoilé. Donc ça, on le voit, on se rend compte, et c'est quelque chose de quasiment tangible. Si c'est un levier très fort en termes d'enrôlement, d'engagement du public pour l'action, c'est surtout les recherches sur les aspects sanitaires et également écologiques, avec notamment l'effondrement de la biodiversité qu'on observe actuellement, qui seront les leviers d'action pour le politique. Quand vous voyez qu'il y a un enjeu énergie, un enjeu carbone, un enjeu biodiversité, un enjeu éco-conception, recyclage, ciel nocturne, etc., santé, vous vous dites, mais oui, c'est vraiment un enjeu d'une grande modernité. Mais c'est beaucoup plus difficile de traiter d'enjeux comme ceux-ci, qui sont globaux, et de ne pas les traiter de manière segmentée. Je prends un exemple parce que nous, en face de nous, on a un État qui est organisé de manière verticale. Il y a ceux qui traitent la biodiversité et ceux qui traitent les risques ou ceux qui traitent la pollution. Et nous, notre approche oblige à prendre tous les enjeux ensemble. C'est même pire parce qu'on sait que quand, par exemple, ceux qui s'intéressent à l'éclairage et qui ne le font que sous l'angle énergétique, ils font des mauvais choix d'éclairage. Et ils le font, et c'est là que c'est très important, pour 20 à 30 ans. C'est-à-dire que tous les choix qu'on fait qui ne sont pas bons aujourd'hui, on en aura les conséquences pour 30 ans. Donc c'est quand même assez important sur fonds publics les 3/4 du temps qu'on incite à faire dès aujourd'hui des bons choix pour avoir le moins d'effets néfastes possible. En fait, ce dont on se rend compte, si on considère l'obscurité comme un commun, c'est parce qu'il y a une pluralité de besoins d'obscurité qu'elle peut être considérée comme un commun. Et s'il y a une pluralité de besoins, ça appelle une pluralité de voix dans la gouvernance. Différentes voix qui vont porter ces différents besoins. Alors les besoins d'obscurité peuvent être aussi portés par tout un chacun. Ça peut être, et notamment je pense aux communes qui actuellement, quand elles projettent de refaire leur éclairage public, organisent des réunions publiques afin que chaque citoyen, chaque habitant du territoire ait la possibilité d'exprimer ses besoins, de dire moi effectivement il y a un lampadaire là qui m'empêche un peu de dormir, donc effectivement si on pouvait le couper à partir de 23h ce serait pas mal. Mais on peut avoir aussi parmi ces habitants, imaginons quelqu'un un infirmier, une infirmière qui embauche à 5h du matin, qui doit prendre sa voiture à 4h du matin, qui va lui dire oui mais moi par contre j'aimerais bien avoir l'éclairage artificiel quand le matin je sors de chez moi à 4h30, 5h. Et ensuite, c'est à l'élu, c'est au politique, là, d'endosser son rôle de politique et d'arbitrer. Et de dire, comment on concilie tout ça ? Donc, une pluralité de voix parce que c'est un bien commun. Donc, il faut le mettre en discussion, en fait. Ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. L'éclairage artificiel nocturne n'était pas mis en discussion. C'était l'élu, le décideur final, épaulé par des syndicats d'énergie, par des services techniques urbains qui lui disaient, voilà comment on doit éclairer la ville. Et puis l'élu appliquait, il signait, il appliquait. Mais il faut faire attention aussi à ce que la gouvernance du bien commun obscurité ne devienne pas elle-même une gouvernance experte comme la gouvernance de l'éclairage artificiel nocturne l'a été pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement aux écologues, ça n'est pas seulement aux astronomes de définir ce que doit être l'obscurité. Et donc on regarde l'éclairage urbain ou l'éclairage d'un village. C'est
aux citoyens dans leur ensemble. Et donc il faut trouver aussi de nouvelles procédures de choix collectifs, de nouvelles arènes, sciences politiques parleraient d'arènes, qui permettent de mettre ce couple lumière, cette balance lumière-obscurité, ce couple lumière-obscurité en discussion. Et pour l'instant, on ne les a pas, ces arènes. Donc on a une nouvelle loi, on a un pacte législatif qui est apparu en une dizaine d'années, mais qui ne prévoit pas vraiment d'espace de discussion des besoins. Moi, je milite, entre guillemets, scientifiquement pour que cette question soit appréhendée non pas du haut vers le bas, mais plutôt du bas vers le haut, parce que c'est les habitants d'un territoire qui connaissent leurs pratiques nocturnes du territoire, qui connaissent leurs besoins, les besoins qu'ils ont d'éclairage d'un côté, éventuellement d'obscurité de l'autre, et c'est avec eux qu'il faut aller débattre. Les publicités lumineuses, les parkings éclairés la nuit, perdurent par ignorance, parce que les gens ne sont pas informés. Et donc il y a un très gros travail d'information. Et voilà, donc, et c'est le manque de bras dans ce cadre-là, dans ce sens-là, qui font que ça met un petit peu de temps. Voilà. Là, les maires, c'est à eux prioritairement à assimiler ces décrets et à les mettre en pratique. Mais pour l'instant, il n'y a pas de structure habilitée. Il n'y a pas une police verte qui patrouillerait la nuit pour vérifier si les prescriptions, les lois et les décrets sont appliqués. Voilà, c'est ça malheureusement qui fait que on pêche un petit peu par manque de moyens en fait. Est-ce qu'il pourrait y avoir l'émergence d'un droit à la nuit ? Écoutez, nous on le souhaite, hein. On le souhaite évidemment. Maintenant, la difficulté, elle restera toujours là, parce qu'on aura toujours des gens qui voudront faire passer la sécurité, le confort avant toute chose. Et malheureusement, c'est encore, je crois, un combat de très longue haleine à mener. Bon, parce que nous, on n'est pas contre la suppression totale de l'éclairage public. Il y a, dans les grandes cités, dans les grandes villes, ça n'est pas envisageable, ça n'est pas raisonnable. Mais bon, par contre, une transformation, une évolution avec une réduction des intensités de lumière, avec, Samuel a dû vous en parler, une adaptation des technologies, etc. Aujourd'hui, on sait faire, on peut faire, donc, et aller dans le bon sens. Voilà, c'est ça que l'on souhaite. Aujourd'hui, on sait faire, on peut faire. On sait éclairer moins et mieux. La pollution lumineuse est en train d'être reconnue comme telle. Et même si elle continue pour l'instant d'augmenter, le sujet autrefois ignoré, voire moqué, n'a jamais été aussi présent dans le débat public. Alors on a eu beau entendre que l'avènement d'un droit à l'obscurité ne serait pas pour tout de suite, on n'irait pas jusqu'à exclure cette option pour les générations futures. Merci à toutes et tous d'avoir écouté ce premier épisode de Ma Bataille. Vous retrouverez toutes les références sur uzbekerika.com, que vous vouliez suivre le travail mené par l'ANPCEN, dégoter en librairie l'essai de Samuel Chaléa, ou vous greffer à une sortie d'observation du ciel étoilé avec Jean-Marie Lopez, voire, qui sait, rejoindre la bataille pour le droit à la nuit. Merci à Romane Munier pour sa précieuse et indispensable aide à la production et au montage de ce podcast. Florent Texier pour le beau visuel belliqueux mais pas trop. Wilfried Paris et Jérôme Laperruque pour ce générique réalisé tambour battant. Merci à vous pour votre écoute et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. On se retrouve vite pour le prochain.